Merci. Bonsoir à tous. Donc, étant installée à Marseille, je voulais vous présenter quelques images de la ville parce que ça a été assez important dans notre démarche d'architecte, du moins le rapport à la Méditerranée, puisqu'on intervient essentiellement autour de la Méditerranée, voire sur vraiment la bande littorale. Il se trouve qu'on a eu souvent à réfléchir sur cette question. Et Marseille a pour nous de grands... a pour nous deux ou trois intérêts qui vont marquer toute notre production, qui sont à la fois le fait que la ville soit ouverte sur l'horizon, et cette situation évidemment crée une posture particulière puisque la ville n'est finalement qu'une moitié de ville, puisque l'autre moitié c'est la mer. Donc elle regarde vers l'abstraction, vers l'horizon, et c'est une situation qui génère des architectures particulières, qui fait que la question de la perspective de la ville organisée, de la ville composée n'existe plus. La ville est plutôt ouverte en balcon sur les vues. C'est le premier élément important de cette ville et de toutes les villes qui se trouvent le long de la Méditerranée. Le deuxième élément, c'est la nature extrêmement présente dans la ville. Et cette nature qui apparaît jusque dans les parties les plus urbaines de la ville, jusqu'au vieux port, qui est laissée brute. Et cette nature qui évidemment, là c'est vraiment les portes de la ville, ce sont les calanques de Cassis, qui apparaît extrêmement rude, avec des contrastes de lumière extrêmement forts, et une roche, la présence du minéral. En ce sens, on est vraiment des architectes qui allons travailler sur la question de la minéralité et de la question de la pesanteur. Alors, j'ai décomposé ma présentation en deux parties, sachant que de toute façon, ce que disait Madame Champsavoir est l'élément récurrent de notre travail, c'est que nous nous sommes attachés dans notre travail à repérer toutes les traces, tous les indices qu'un site nous livre. Et à chaque fois qu'on a à intervenir sur un site, on pourrait dire qu'on est des architectes contextuels, au sens où on n'intervient pas pour construire une architecture repérable et un vocabulaire qui est une stylistique qui soit propre à notre travail, mais plutôt de s'adapter au cas par cas à chacun des sites. Donc vous verrez, les projets sont assez différents les uns des autres, mais ils sont extrêmement attentifs à leur environnement. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai appelé, quand on m'a demandé un nom de titre de conférence, que j'ai nommé ce titre de palimpseste. Je ne sais pas si le palimpseste, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des documents du Moyen-Âge que les moines utilisaient. C'était des anciens parchemins, et pour des raisons d'économie et de rareté du parchemin, ils étaient grattés et réutilisés par d'autres et réécrits. Et finalement, on retrouve les traces de l'histoire du parchemin, et lorsqu'on gratte, on découvre les écritures précédentes. Et c'est ce qui me paraissait intéressant, puisque dans notre travail, c'est vraiment aller chercher sur un site toutes les traces de l'histoire de ce site. Alors les traces qui peuvent être des traces strictement cadastrales ou des traces géographiques ou topographiques, mais aussi des traces économiques ou des vies antérieures de ces territoires. Et donc là, ce que je vous disais, c'est que j'ai décomposé en deux parties la conférence, décidément. La première partie, où je vous mets... Alors les deux sont représentés par une petite image. Celle-ci, c'est l'image de ces animaux qui se fondent dans la nature en camouflage pour ne pas être pris, évidemment, pour se protéger. Et donc là, c'est une série de projets, je crois qu'il y en a 3. Alors certains, je passerai vite, je crois qu'il y en a 3 et 3 dans chacune des parties. Donc dans cette série, ce sont des projets qui ont été attentifs à un site qui était d'une telle qualité ou d'une telle fragilité qu'il nous a semblé que les projets ne devaient pas venir contrarier ce site et ne pas venir le perturber parce qu'il était déjà suffisamment fragilisé. Et de ce fait, on a essayé de se mettre en retrait, du moins en mise en scène du site, et en faire valoir du site plus que
en élément de confrontation avec le site ou d'imposer notre architecture au site. Et le deuxième thème, c'est exactement l'inverse. C'est là, vous verrez l'autre image. Ce sont les projets qui pouvaient se permettre d'aller à la rencontre du site de manière plus forte, d'aller à la confrontation et qui venaient s'y opposer et le révéler d'une autre manière également. Voilà. Alors le premier projet, oui, j'ai voulu juste parce qu'on est dans une école d'architecture présenter quelques références. Alors il y en a énormément bien sûr dans notre travail, mais quelques références d'architecture qui, à mon avis, répondent à cette question non pas du camouflage, mais du moins de la prise en compte d'un site en s'y intégrant, en le révélant et en essayant d'être le plus près de soit sa topographie, soit sa géologie. Là, c'est la ville impériale de Fatehpur-Sikri, où la roche, qui est présente dans toute la plaine, se retrouve dans le bâtiment et les bâtiments, la totalité de la ville est construite dans cette même pierre. Ce qui fait que quand on est dans la plaine, on ne distingue plus la ville de la plaine. La totalité de la ville est construite dans le même et unique matériau, que ce soit, vous le voyez ici, les portes, les dormants des portes, les sols, les menuiseries. Tout le mobilier est construit dans une pierre unique qui crée l'osmose avec son paysage et son territoire. Un autre qui est totalement différent, que vous connaissez tous là, je pense, le projet de Sanaa, qui, à mon avis aussi, répond à cette question d'adaptation, révèle une forme. C'est un site qui était totalement un quartier de logement, mais sans aucun lien physique et urbain. Et ce projet que j'ai visité récemment a complètement réorganisé le site en révélant ce côté circulaire qui n'existait pas, mais qu'ils ont repéré et qu'ils ont révélé par des tracés que les habitants avaient organisés ou que les paysans avaient organisés autour de ce site. Et brusquement, par la posture de ce grand cercle posé, ils ont permis à tous les bâtiments qui se trouvent autour de retrouver un écho les uns aux autres et une homogénéité à l'ensemble. Là, c'est les projets là aussi que vous devez connaître, qui sont les travaux de Svebrefen, qui là aussi sont là pour une mise en scène du paysage et pour un prolongement du paysage. Voilà. Alors le premier projet, c'est un projet Avance dans les Alpes-Maritimes, là aussi avec des visions sur la mer. Alors j'ai trouvé que cette image sur la cité médiévale, mais vous voyez que en tous les cas, autour de la ville se trouvait énormément de restants. La ville est construite sur la pente, et ces restants qui étaient évidemment exploités par les paysans. Et toute la difficulté, c'était comment apprivoiser la terre et comment arriver à en extraire le maximum et comment finalement arriver à optimiser la pente. Alors le projet se trouve, donc le centre médiéval se trouve ici, et le projet se trouve très proche des portes de la ville médiévale, avec un accès imposé sur un grand boulevard. On nous demandait de rentrer en tête de ce côté-là et d'aller chercher le projet sur un terrain qu'on nous proposait, qui était un terrain qui se trouvait au milieu d'un lotissement avec une forêt de chênes qui existait. Et ici, une résidence anglaise, vous savez, les résidences anglaises du début du siècle dans les Alpes-Maritimes, qui était un petit château avec de très beaux jardins qui existaient ici et qui se prolongeaient. Un axe était organisé ici et qui se prolongeait jusque-là. La forêt appartenait à la propriété anglaise. Et donc, j'ai une image un peu plus... Alors voilà le site avec un premier plan d'olivier et la forêt de chênes qu'on devine en fond de parcelles. Voilà le projet vu de plus près, et avec ce fameux boulevard par lequel on nous imposait d'accéder, la partie le petit champ d'olivier qui se trouve ici, la forêt de chênes qui est ici et la résidence anglaise, avec des restants qui existent encore, les quelques traces de restants qui existent sur le site. Les maisons se trouvent ici installées sur des restanques, et un projet qui est colossal puisque c'est un gros lycée qui fait à peu près 12 000 mètres carrés dans un environnement de petite taille puisque c'est vraiment du lotissement, et un quartier qui ne voulait absolument pas de ce projet et qui a manifesté pendant toute la durée du chantier contre le projet. Et pour nous, la difficulté, c'était comment arriver à
ne pas arriver avec nos gros sabots. C'était vraiment l'idée de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Il était énorme et hors d'échelle. Et on a proposé, alors là, c'est une photo aérienne, vous mesurez pas bien la pente, mais on a proposé de retrouver toutes les traces du parcellaire qui existait, du parcellaire agricole, et toutes les traces que les chemins que les hommes avaient empruntés, avaient tracés progressivement pour relier la ville vers la forêt qui était exploitée, pour relier le château vers les vues vers la mer lointaine, et comment s'installer strictement sur toutes les traces, ici les restants qui étaient dans ce sens-là, les autres qui étaient dans ce sens-là, et comment se positionner vraiment, se placer en suivant toutes ces traces-là. Et le deuxième sujet, c'était évidemment comment éviter le hors d'échelle, là vous le voyez un peu mieux. Et on a proposé d'installer la plus grande partie du lycée, toutes les salles d'enseignement, complètement encastrée en pied de colline. La forêt de chêne l'a conservée telle qu'elle était et venir s'encastrer dans les terres de façon à ce qu'en façade arrière, ici, il n'y a plus de façade arrière, on est contre la terre, on bénéficie également de l'échange thermique de la terre, on y installe tous les parkings et à partir de ce point haut, on va progressivement descendre en cascade pour retrouver la réponse l'écho au gradin des restants qui arrivaient ici et qui se retrouvent en toiture ici. Et de ce fait, vous le voyez ici, à chaque fois, les toits de chacun des bâtiments, ici, plus bas ici, et le grand accès qui arrive du boulevard, ont une double fonction. Ils sont d'une part des toits, mais d'autre part, ils servent de cours de récréation ou de parvis d'accès au bâtiment. De ce fait, on a réussi à concentrer, à cumuler les fonctions les unes sur les autres et à faire qu'on évite des cours de récréation qui se seraient épanchés et qui auraient diminué la dimension de la forêt et qui auraient complètement balkanisé le site d'une certaine manière. Voilà. Alors donc, ceci est le toit de l'abri à vélo et à moto qui se trouve dessous, mais sert également de parvis d'entrée au bâtiment. Ceci est une cour qui sert également d'attente aux élèves. Et vous voyez ici le rapport d'échelle, puisqu'on se retrouve finalement, le fait d'être encastré, avec un rez-de-chaussée qui devient R+1. Et voyez le dialogue avec l'environnement voisin, on se retrouve dans les mêmes rapports d'échelle. Voilà le travail en coupe, où on voit la forêt de chêne, les parkings qui se trouvent encastrés contre la terre, les logements de fonction qui se trouvent côté forêt, donc un accès indépendant, qui profitent des toits jardins, et ensuite l'enseignement qui est mono-orienté au sud, vers les vues lointaines, vers la mer, et la restauration qui vient, les derniers restants que je vous avais montrés en toiture, qui vient rejoindre le sol, avec le rapport avec le pavillonnaire voisin, qui est donc dans le même rapport d'échelle. Voilà les plans, bon, je passe vite, mais c'était pour vous montrer le rapport de superposition, puisque ici on a un rez-de-chaussée, mais ici on a un R-1, donc on part d'un niveau 0, et puis on va faire que descendre à chaque fois, donc plutôt que monter. Donc la difficulté, c'était comment, là on commence à toucher la terre, comment on va apporter de la lumière naturelle dans cette épaisseur-là, donc par le biais effectivement ou d'une mono-orientation, ou de grands patios, de grands puits de lumière qui vont pénétrer dans la totalité, longer ce mur, qui vont pénétrer et irriguer toutes les circulations. Alors on est à Vence, donc un pays où il fait quand même assez bon, et où on a proposé d'avoir des circulations ouvertes, non chauffées, et qui permettent de retrouver également ces traces dont je vous parlais, qui vont traverser, qui étaient les traces des chemins des agriculteurs, mais qui deviennent les parcours des élèves. Voilà, donc là, on va faire un petit tour à travers l'accès depuis la voie principale, qui va donc permettre, vous voyez ici, des patios qui sont troués et l'accès au l'abri à vélo ici. Donc c'est tout un travail en coupe avec la résidence anglaise qui retrouve finalement son sol originel. Vous voyez, ces jardins restent ce qu'ils étaient et ils sont posés finalement sur le toit de l'établissement. Ils conservent également, eux, leur vue lointaine. Rien n'est altéré dans le site et finalement, le site lui-même est le projet lui-même met en scène le site d'une certaine manière, puisque là, c'est le grand baou de Vence. Et ce que je vous disais, les puits de lumière qui permettent d'irriguer le logement du gardien, mais aussi la sortie
des lycéens voilà, qui arrivent depuis le parking à vélo, qui partent de là-dessous et qui arrivent par ici pour rentrer. Voilà, des vues, alors je passe vite, des vues vers la forêt, où on voit les logements de fonction, et quand on tourne autour du lycée, où on voit que l'échelle est minime. Là, c'est depuis la forêt, les toits du lycée, qui sont utilisés par les lycéens. On a réussi à convaincre la région d'utiliser également la forêt comme cours de récréation. Et toujours cette mise en scène du grand paysage lointain à travers donc les grandes circulations, cette circulation dont je vous parlais tout à l'heure, et tous les cadrages, et l'arrivée de la lumière naturelle dans les circulations. Voilà. Ensuite, je vais assez vite parce que j'ai peur que ça soit un peu long. Une école d'ingénieurs que nous avons gagnée cette année à Toulon. En fait, nous avons gagné le projet du campus complet, c'est-à-dire que la ville de Toulon a réussi à négocier un campus dit d'excellence, où ils ont réussi à négocier avec les grandes écoles françaises des partenariats, des créations d'écoles en partenariat. Et ça se trouve donc à la sortie de la ville de Toulon, avec toute cette sortie, c'est l'autoroute ici qui est tracée dans la vallée, avec de part et d'autre, ici toutes les collines et même les montagnes qui dominent la ville de Toulon, le mont Faron et le mont Coudon, bon la mer, et donc en face, en vis-à-vis de ces collines, il reste encore un petit îlot vert, une petite colline qui a été épargnée parce qu'elle était encore assez rocheuse et assez ingrate à la construction. Et vous voyez, toute la ville de Toulon s'est développée au fond de cette vallée-là, et c'est toute la partie industrielle de la ville qui est vraiment pas folichonne. Et donc on voit là, on est sur le terrain. On est sur le terrain, et ici, donc c'est le fond de la vallée, se trouvent toutes les zones commerciales. Et en fait, quand on est arrivé sur ce terrain, là c'est le point bas du terrain, on s'est dit, bon, on a un vis-à-vis qui est pas terrible, on a cette vue frontale sur les arrières des surfaces commerciales. Et là, en montant progressivement vers le sommet de la colline, on s'est aperçu que là, il y avait encore une vie qui pouvait être agréable et qu'on allait proposer. Voilà, c'est les ambiances après au-dessus. Et vous voyez ici, donc le terrain est ici, et la vallée, l'autoroute se trouve ici, toutes les zones commerciales ici, et puis après, le mont Coudon qui émerge au-dessus de la ville et au-dessus de la rade. Et on s'est dit que finalement, en installant la colline, donc se trouve ici, les zones industrielles se trouvent en point bas, on a proposé à l'université d'installer, plutôt que d'installer les circulations qui nous demandaient et toute la vie étudiante en point bas du terrain, de basculer la totalité de la vie étudiante, des logements étudiants et des activités d'amphithéâtre extérieur et les accès des bâtiments, que tout se fasse depuis le point haut de la colline, par les sommets des bâtiments, par les toits des bâtiments, ou par des systèmes de failles qui permettraient d'accéder aux bâtiments, mais depuis les points hauts, et qui permettraient d'isoler totalement la vie des étudiants du contact avec les parties commerciales. Et de ce fait, on a proposé d'encastrer. Alors là, il y avait des bâtiments qui existaient, il fallait faire avec, mais tous les futurs bâtiments, donc quand vous serez architecte, peut-être vous pourrez concourir sur ce projet, puisque ça va se faire dans les années suivantes. Et donc, le premier bâtiment, nous le construisons nous, et on a la charge de l'organisation et du plan d'urbanisme de l'ensemble. Et on a proposé donc d'encastrer tous les bâtiments futurs dans la colline pour profiter des toits et pour profiter, vous allez le voir, pour éviter, vous le voyez là, d'avoir les vues directes sur les parties commerciales. C'est-à-dire que la vie des étudiants se fait ici. Les zones d'expérimentation, parce qu'il y a beaucoup de zones en plein air, de suivi de satellites, etc., se font en point haut sur les toits. Et ensuite, il y a un retour à l'intériorité du bâtiment à travers l'épaisseur qui va rejoindre le point bas. Mais de ce fait, la hauteur permet à toute la vie haute de ne pas avoir de contact ni visuel ni physique avec les parties. Alors il y a une image qui le montre mieux que ça, voilà. Donc vous avez vu les premières images, vous voyez là on ne voit plus que la montagne,
et plus rien d'autre. Voilà la vue. Alors là, le parking existait déjà. La proposition de notre premier projet, donc, qui est de passer évidemment de la nature vers la ville et donc du végétal vers le minéral progressivement pour retrouver, évidemment, vous voyez les zones commerciales qui se trouvent tout de suite là. Donc à partir de là, tous les logements étudiants sont proposés en point haut et tous les parcours se feront par les points hauts avec des accès donc, à travers cette épaisseur-là. Voilà les plans. Donc progressivement, là aussi, on part du minéral, la roche apparaît et puis progressivement, on s'élève pour avoir des passions intérieures. Et les vues dans l'autre sens. La façade nord, elle, étant totalement ouverte puisqu'elle est plein nord et totalement lumineuse, alors que le reste est travaillé dans une pierre, dans un matériau à base de pierres du terrain, qui sont des pierres très très ocre rouge, et qui répondent à ce côté massif de ce site très très minéral. Voilà, alors là c'est un projet, je crois que c'est le dernier de cette série-là, c'est un projet qu'on a gagné aussi il y a peu de temps, qui est un lycée à énergie positive pour la région PACA, qui se trouve à Marseille, avec une église dans un quartier de Marseille qui se trouve encore très bocagé, vous le voyez, il existe encore dans la ville quelques parcelles qui sont encore exploitées par les agriculteurs. Là c'est l'université de Saint-Jérôme, et donc on a ce terrain-là. Ce terrain-là, avec une église qui est vraiment un noyau fort dans le quartier. Le quartier y est très attaché. Et ça, ce sont les vues depuis l'église. Et l'église a un parvis qui domine tout le site. Le site est en contrebas. Vous voyez, il y a encore des chevaux qui viennent, qui sont installés par les agriculteurs. Et des vues lointaines. Là, il ne faisait pas très beau, mais on voit la mer au loin. Et là, c'est une vue vers les calanques de Cassis que vous voyez ici quand on est en bas du terrain. Et le projet propose là aussi de raconter le lien entre la voie principale, qui est la voie du village, qui a été constitutive du village, sur laquelle se trouve l'église, et un quartier qui s'est installé beaucoup plus tard. Et comment essayer de faire le lien entre ce quartier et la ville qui se développe de ce côté-là. Comment mettre en scène l'église dans la composition générale et comment ne pas l'isoler de notre projet, et comment finalement se l'approprier également, et comment également révéler cette pente qui est extrêmement forte en installant, la proposition que nous avons faite, c'est d'installer un gymnase qui se trouve le long de l'axe majeur et le reste de l'établissement qui se trouve, lui, plutôt côté quartier, côté lotissement, plus au calme, avec un travail, là aussi, sur un élément qui émerge et tout le reste qui accompagne le terrain. Alors, quand je vous disais, ce sont des terrains qui nécessitent encore, qui sont suffisamment fragiles pour qu'on ne vienne pas les perturber totalement. C'est voilà le travail en maquette. Alors, ce sont des maquettes d'études, mais on travaille énormément en maquette en carton. Et vous voyez là le rapport à la pente, ce gymnase dont nous proposons le toit comme place de l'église, place publique. Et donc, c'est un partenariat entre la région et la ville. La région restitue le toit d'un équipement qui lui appartient à la ville et propose un autre usage. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent important dans notre travail, c'est que, vous l'avez vu dans l'université précédente, on propose des usages qui n'étaient pas prévus au programme, mais qui peuvent apporter, enrichir le projet et la vie du projet, non pas que dans son temps de vie d'enseignement par exemple, mais également dans le temps de la vie de la ville, de la cité, puisque lorsque le lycée est fermé, le gymnase fonctionne, le toit peut servir de toit de photos de mariage, des gens du quartier qui viennent s'installer là. C'est un vrai belvédère, vous l'avez vu sur les photos, un vrai belvédère pour la ville. Et voilà aussi le travail en coupe avec, alors on ne voit pas grand-chose, l'église, le gymnase qui se trouve ici, et le lycée qui ne vient pas au-delà de la hauteur de l'église et qui vient également révéler la pente. Vous le voyez sur la coupe du haut également, on suit la pente plutôt que de s'y opposer. Donc voilà les plans. Le travail en plan va venir suivre la pente puisqu'il y a toute une circulation qui va traverser la totalité du bâtiment, qui va aller de restanque en restanque, qui va chevaucher chacune des restanques, qui va permettre toujours d'avoir des vues vers le sud, vers le grand paysage, vers la mer, et qui sont des vues cadrées, toujours à hauteur d'œil. La mise en scène à nouveau des horizons
de l'horizon. Voilà, c'est ce que vous voyez là, donc ces circulations qui vont sauter de restante en restante. Le gymnase qui se trouve ici, ça c'est la vue avant, l'église avec les chevaux, et la petite rue du village qui se trouve ici. Maintenant, le gymnase, dont la toiture est totalement réglée sur la hauteur, sur le plan du parvis de l'église, avec donc une continuité absolue. Et donc ici, un petit ruisseau qui existe à l'heure actuelle, et le lien du lycée et de cet étirement d'un quartier à l'autre et d'un lien qui pourrait être possible et qui pourrait être possible aussi dans sa traversée pour relier les deux quartiers. Voilà l'autre vue de l'église, depuis la vue vers l'église, où on voit également cette mise en scène de l'église, cette mise en perspective de l'église qui rentre dans la composition générale du projet, avec toujours ces vues vers le grand paysage, vers les collines qui se trouvent au loin, et donc ces toits qui servent de récréation et qui conservent la vision originelle de ce terrain, que la population avait de ce terrain. Alors non, il y en a un autre, mais sur l'autre, je crois qu'il n'y en a que 3. Là, je vais faire très vite. Ça, c'est un projet qu'on a perdu, mais auquel on tenait, parce que c'est un projet qui se trouve à Manosque pour le site d'ITER, où tous les chercheurs du monde entier vont venir travailler. Et c'était dans la plaine de Manosque. Et c'était une école internationale pour tous les enfants de tous ces chercheurs, donc 36 nationalités qui venaient suivre un enseignement, chacune dans leur langue. Enfin, pas chacune, mais il y avait une vingtaine de langues. Et donc, la difficulté... Alors, la ville de Manosque historique se trouve ici, avec un mont qui se trouve là et qui est le mont cher à Giono, qui s'appelle le Mont d'Or, et qui est un mont qui est le lieu de promenade de tous les citadins, qui est un mont qui est vraiment le lieu de promenade, mais tout au long de la journée. Il y a tout le temps du monde sur ce mont, c'est vraiment le lieu emblématique. Et c'était très important, je le dis parce que c'était très important pour nous, parce qu'au-delà de ce mont, c'est la vallée de la Durance, il n'y a rien, c'est totalement plat, ce ne sont que des champs, vous le voyez, et on nous avait donné un terrain qui est au milieu d'un champ. Donc il n'y avait aucun lien avec rien, la ville n'existait pas, il n'y avait que des vergers tout autour de nous. Et on s'est dit, et la ville de Manosque est au-dessus, puisque bon, la vallée démarre à peu près ici. Tout le reste, bien sûr, la ville s'était installée au-dessus des crues de la Durance, bien sûr. Ce qui fait que depuis la ville et depuis le mont, les vues dominent notre terrain. Ce qui fait qu'on voit le projet toujours... on voit toujours vers son toit et rien d'autre que son toit. Et on est parti de l'idée que, alors moi j'avais été membre, voilà, là on est dans le terrain et vous voyez donc le mont et la ville qui est un peu par là mais qui est aussi plus haute. Et j'avais fait partie du jury pour l'installation des lieux de recherche, des chercheurs, des scientifiques. Et un des chercheurs m'avait dit, un des directeurs de recherche m'avait dit, ce qui est formidable, c'est que pour la première fois dans l'histoire des chercheurs et des sciences, des scientifiques, on va échanger nos recherches, échanger nos découvertes et les partager. Pour la première fois, on va se tendre la main et travailler ensemble. Alors que très souvent, dans ces domaines-là, on cache nos résultats, on cache nos recherches et au contraire, on évite de les divulguer. Alors il y avait eu ce mot qui était resté en mémoire, et il y avait aussi le deuxième sujet qui était ce que vous voyez là, le travail que les artistes ont développé sur le land art et dans les plaines, avec uniquement le monde végétal. Et je me suis dit, on est finalement dans un territoire totalement végétalisé, ce ne sont que des champs, et pourquoi on n'essaierait pas de travailler avec cette idée de champs découpés, qui serait finalement un toit découpé, qui continuerait cette idée de champ, mais qui serait une intervention face au ciel, un message qu'on donnerait au ciel et aux visions depuis la ville du toit. Et on est parti de cette idée de la main tendue, donc la main tendue, qui est en plus quelque chose qui, dans l'histoire, à travers l'histoire des hommes, depuis l'homme préhistorique jusqu'à toutes les civilisations et cultures, cette main apparaît très souvent dans toutes les civilisations.
Et on s'est dit que c'était ce qui rassemblerait peut-être le mieux l'idée de cette image en land art depuis les vues depuis la plaine. Et on a proposé d'installer, donc voilà, le projet dans une des courbes d'un canal d'irrigation qui était en point haut, et d'y glisser une partie du programme qui s'est tiré d'un bout à l'autre du terrain, et d'y glisser ce grand message face au ciel. Et là, se développer différents types d'enseignements. Alors ça tombait assez bien, parce qu'en plus, il y avait les plus petits, parce que ça allait de la crèche à la terminale, puisque les écoles internationales, ça fait tout. Donc ça tombait assez bien. Donc voilà le travail en coupe, le petit canal d'irrigation qui était ici, et on prolongeait donc les champs qui existent au-dessus et les champs qui existent au-dessous. Donc on se mettait dans l'alignement des champs du dessus, et donc émergeaient simplement des toits plantés. Voilà, et voilà donc l'encastrement dans la terre de tout le programme qui vient en chapelet s'appuyer sur les contreforts de la terre. Voilà, au niveau du sol, ce que ça donnait. Là, ça devenait un bâtiment tout à fait normal. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième sujet. Alors, j'ai pris, comme c'était un poisson sur le premier, on a repris un poisson sur le deuxième, qui est, vous savez, ces poissons qui, quand ils ont un danger face à eux, se mettent à gonfler. Ils absorbent beaucoup d'eau et ils essaient d'être plus gros que ce qu'ils sont et pour affronter le danger. Et j'ai pris cette idée-là parce que là, je vous montre aussi quelques projets qui, à mon avis, sont exemplaires aussi de ces sujets. Alors là aussi, il y en a bien d'autres. Des projets où, ce que je vous disais, c'est que lorsque le site est suffisamment fort, le projet peut aller à l'affrontement du site. Et j'ai entendu, vous l'avez peut-être entendu récemment, Mario Botta qui est intervenu sur France, qui était invité sur France Culture, où il a parlé du Corbusier et de son travail lui aussi de son travail personnel sur la pente, où il racontait qu'il intervenait comme un point dans le paysage, c'est-à-dire qu'il allait de manière autoritaire et forte face au paysage. Et c'est une autre attitude. Comment là le projet de Sanaa, donc de l'école de design en Allemagne, où là aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce travail, mais où le projet n'était pas suffisamment, la surface n'était pas suffisamment importante pour arriver à affirmer le projet seul, et ils ont proposé d'envelopper du vide. C'est-à-dire qu'ils ont des niveaux qui sont à ciel ouvert et qui permettent, toute cette partie-là est dans le vide, et qui permettent d'augmenter artificiellement le projet et de le faire émerger dans cette plaine qu'il qualifiait de pas très intéressante, avec un environnement pas très intéressant. Il fallait absolument s'affirmer et s'élever au maximum. Et comment là aussi gonfler, comme le poisson, pour arriver à exister. Il y en a un autre, bon celui-ci, c'est un projet que Nouvelle avait perdu au Mexique, et là aussi où il s'installe un peu comme un point dans le paysage, en affrontement du paysage. Celui-ci, vous le connaissez tous, où là aussi, il enveloppe du vide et il permet, grâce à ce vide, de se l'approprier et de faire qu'il augmente en volume de manière un peu artificielle, mais très habile. Donc là, c'est un projet à Marseille, qui sont les archives et la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. Alors ça se trouve sur le site d'Euroméditerranée, c'est-à-dire le site des ports de la zone portuaire de Marseille, mais du port autonome, du port industriel de la ville. Donc vous le voyez, tout ceci, c'est le site de reconquête de ces ports que la ville a entrepris depuis déjà de nombreuses années, et où le projet se trouve, alors on ne voit pas bien notre terrain, mais je crois que j'ai une autre image, se trouve par ici. Donc la ville, c'était en 2000, le concours a eu lieu en 2000, et le projet, voilà le terrain, on voit mieux, donc se trouve ici, avec quelque chose qui était très intéressant, qui était la rencontre de la ville et des ports. Je vais repasser la précédente, on voit pas bien, mais ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y avait une trame portuaire qui se trouvait dans cette direction-là, et qui est une trame d'arrière-port, excusez-moi, qui est une trame qui est très orthogonale, qui est une trame 19e,
et qui traverse la ville de part en part. C'est-à-dire qu'on se retrouve, elle va jusqu'au bout, jusqu'au Calanque. Et là, c'est un grand axe qui est l'axe historique de la ville, qui va traverser toute la ville pour en sortir, c'est qui est un axe nord-sud. Quelle que soit la topographie, il le traverse, il monte et descend, mais il reste toujours droit. Et ça, notre projet se trouve sur cet axe-là, installé sur cet axe, exactement à la rencontre avec une deuxième direction, qui est la direction qui, elle, s'était adaptée au port, à la configuration de littoral, et qui est celle-ci, qui est une direction plus en diagonale par rapport à ce tissu 19e. Et on se trouve exactement à la rencontre de ces deux directions, c'est-à-dire l'axe historique, c'est celui-ci, on n'est pas dans le même sens, le plan, et l'axe des ports qui se trouve ici. Et c'était quelque chose d'important pour nous parce qu'on était le premier projet et c'était aussi d'une certaine manière enfin la rencontre de la ville avec son port. La ville de Marseille a toujours vécu, n'a jamais regardé son port et le port a toujours été isolé de la ville par des barrières, carrément vraiment physiquement isolées. Et enfin, grâce à ce projet d'Euroméditerranée, les deux allaient se rencontrer. Et ça a été un élément déterminant de notre réflexion, avec évidemment la question, là aussi, comment gonfler, parce qu'on était dans un site énorme qui écrase tout, qui est d'une telle ampleur, qui est d'une telle qualité aussi, parce qu'il y a des visions de silhouettes de navires qui sont tout proches, qui sont hors d'échelle et immenses, et puis il y a l'horizon qui est face à nous. Et on avait dans notre programme, voilà. Alors depuis, là c'était le projet concours, depuis ça commence à se remplir de part et d'autre. Dans notre programme, on avait à la fois les archives départementales et un deuxième programme, la bibliothèque de près des Bouches-du-Rhône. Dans l'idée du Conseil général des Bouches-du-Rhône, ils avaient imaginé qu'on construirait 2 bâtiments. Et c'est pour cette raison qu'ils avaient acheté 2 terrains, celui-ci et celui-là. Et il existait une église qui se trouve de ce côté-là du terrain. Et la réflexion qu'on a eue, c'était que face à ce site gigantesque, face à l'ampleur de ce site, on s'est dit qu'il fallait y faire face, il fallait avoir suffisamment de hauteur. Et on a proposé de rassembler les 2 programmes dans un seul projet et de ne pas les installer chacun sur un des terrains. Et toutes les autres équipes ont proposé de s'installer chacun sur un des projets, sur un des terrains. Et c'est ce qui nous a fait gagner, c'était cette proposition de libérer un terrain, celui-ci, de le laisser vierge, et de s'installer exactement à cette rencontre-là de ces 2 axes. Et de ce fait, à la fois, ça réglait bien des problèmes de fonctionnement, puisque à ce moment-là, les halls ne se posaient plus la question de la préséance, qui avait le hall principal et qui avait le hall secondaire, comment on organisait les actions communes, c'est-à-dire tout ce qui est salle de conférence, salle d'exposition, qui appartiennent aux 2 établissements quand même, qui sont mutualisés. Ça réglait bien des questions d'usage et en même temps, ça réglait bien des questions d'échelle, puisque le fait de s'élever, le fait de compacter nous permettait de s'élever et de s'élever surtout au-dessus des passerelles autoroutières qui arrivent sur la ville, que vous allez voir dans les autres photos, et qui sont extrêmement proches de notre bâtiment. Et si on s'installait chacun sur un terrain, on était complètement écrasé, on s'étalait complètement sur le site. Et voilà, donc le projet, on le voit d'un peu plus près. On a proposé, alors les archives elles-mêmes, ce sont des magasins de stockage, ce sont des ouvrages qui sont des originaux, c'est-à-dire qu'il y a des ouvrages qui datent de Charlemagne, enfin des ouvrages très rares et très précieux, et toute la difficulté, c'est de construire un bâtiment qui soit complètement étanche et complètement opaque. C'est-à-dire que les documents, il ne faut pas qu'ils aient de lumière naturelle, il faut qu'ils aient une hygrométrie constante, qu'ils aient une température constante. Et donc, ce qui était étrange pour un architecte, c'était qu'il fallait construire un bâtiment qui soit inerte et qui n'ait aucun percement. Donc, et un bâtiment qui était colossal, puisque les archives, vous voyez le stockage, ce sont les plus grosses archives de France après les archives nationales. Il y a 75 km de linéaire d'archivage. Ce qui fait qu'on a à peu près, là, 15 000 mètres carrés d'archivage. Le bâtiment en fait à peu près 30 000. Et de ce fait, c'était l'élément atypique du programme, évidemment, le plus étrange aussi. Et on a proposé de l'installer côté
réseau autoroutier, côté port, les ports se trouvent en bas là, pour plusieurs raisons. À la fois pour mettre en scène le côté atypique par rapport à l'arrivée sur la ville. L'arrivée sur la ville se fait, c'est une ville où le piéton n'existe pas dans cette zone-là, dans ce quartier. Donc elle ne se voit que, enfin le projet ne se voit que depuis les passerelles autoroutières. Et donc, on mettait en scène côté autoroute le programme, mais également, il avait une fonction de protection face au vent, au Mistral qui tape, qui vient de la mer, qui vient de ce côté-là, face au bruit évidemment, et face à une façade ouest qui, vous avez peut-être pas les mêmes problèmes, mais qui est absolument épouvantable à Marseille, qu'il faut proscrire absolument. Et donc, ce bâtiment permettait, le fait d'être étanche et opaque, de protéger l'activité des bureaux à l'arrière, côté calme, décidément, côté calme et côté soit est, soit nord, qui sont des côtés pour les lecteurs imposés par les archives de France, les façades nord. Donc le programme, on a proposé d'installer dans une coque toute la partie archives, une coque un peu en référence à tout ce qui est les références portuaires qui se trouvent toutes proches. Ce sont des containers qui sont stockés tout près, et on a appelé ça un container à mémoire, et on a essayé de le traiter à la manière d'un container, c'est-à-dire que un container est étanche, possède une double peau, une double paroi, qui permet de provoquer une inertie thermique assez simple, assez évidente. Et donc cette coque rouge, voilà, on le voit bien en plan, est constituée de deux éléments, de deux coques porteuses, une coque porteuse intérieure et une coque et un vide d'air et une coque extérieure, un peu un effet thermos qui règle déjà de façon assez simple la question thermique. Et ensuite, l'ensemble du programme se développe autour du projet des archives lui-même, et donc tout le jeu va être comment on règle visuellement et spatialement la distance entre la mise en distance entre ce bâtiment d'archives, cette coque, et l'ensemble, le reste du programme. Et de façon à ce que cette coque apparaisse toujours au cours du parcours autour de ce bâtiment, et toujours présente, quels que soient les lieux d'activité. Alors vous le voyez, on va voir les images maintenant. On a proposé donc un parvis public, et on a un hall unique qui va distribuer la bibliothèque de près de ce côté-là, et les archives, tous les bureaux et les salles de lecture des archives de ce côté-là. De ce fait, les deux possèdent un rôle commun, avec un accès commun, un accueil commun, et des salles salles d'exposition qui sont creusées dans le volume même de la coque, qui sont la seule aspérité de cette coque, et qui permettent de raconter un peu dans son ventre, finalement, dans son obscurité, tous les trésors qui sont mis en scène et qui sont exposés au cours de l'année dans cette salle d'exposition. Donc ce sont des grandes ouïes qui sont pivotantes et qui vont s'ouvrir ou se fermer selon les temps d'usage du bâtiment. Voilà les coupes, ce que je vous disais, cet effet double coque, la salle d'exposition qui est creusée dans l'épaisseur de ce container, et ensuite comment on va essayer de régler la mise en distance du bâtiment des activités de celui des archives qui sera toujours présent, toujours visible à travers tout le bâtiment. Voilà donc la présence de ce rouge justement qui apparaît un peu partout. Alors le rouge, c'est que la plupart des containers stockés sur les ports sont de cette couleur-là. Voilà, donc là il y a eu un travail avec un artiste lumière qui s'appelle Keshita Hara, qui travaille sur tous les grands projets plutôt au Japon, mais aussi à Londres, sur des grandes mises en lumière, et qui a travaillé une ode à la Méditerranée, où il a voulu, sur la peau extérieure, projeter des images du ciel méditerranéen avec des nuages en mouvement. Alors là, c'est une photo, mais sinon, le ciel est en mouvement. Au niveau du socle, le socle du bâtiment, on le voit pas bien là, qui est en pierre de lave, lui, ce sont les reflets de l'eau qui sont projetés, les brillances de l'eau. Et ensuite, sur les toits, là on voit pas bien, mais il y a des rayons qui sont projetés et qui sont en mouvement et qui sont la référence au vent. Et lorsqu'il y a beaucoup de vent, il bouge beaucoup, et puis s'il n'y en a pas, il ne bouge pas. Et évidemment, le cœur, le rouge du cœur du bâtiment, qui est la substance même de ce projet, et qui est donc violemment éclairé, qui est le point de la vitalité du bâtiment. Voilà, donc sous la passerelle, depuis la passerelle, là on va faire un petit tour. Alors le projet
Voilà la coque depuis les points hauts. Vous voyez les rayons de lumière, les raies de lumière et le rapport au grand paysage. Il fallait que le projet soit suffisamment conséquent pour faire face à ce grand paysage. Et là aussi, beaucoup de vide apparaît pour augmenter cet effet. Les grands silos à grains, la mer au loin, les îles, les docks. Donc des bâtiments qui sont très massifs et très simples dans leur forme. Et là aussi, c'était une façon de répondre simplement dans sa forme extérieure par un grand rectangle qui fait face à ces grands volumes très simples également. Alors le travail des façades est un travail sur du verre et des peaux qui sont tantôt acidées, vous le voyez là, elles sont mates, tantôt brillantes, enfin c'est du verre normal là, et qui sont sérigraphiées avec des sérigraphies de type moucharabier qui vont filtrer plus ou moins la lumière selon les lieux d'activité. Donc on voit ces effets de brillance qui sont une composition qui évite l'effet d'immeubles de bureaux. Voilà le rapport au paysage. Et tous les cadrages sur le paysage. Alors on a un socle finalement de pierre, une façade blanche en réponse au paquebot qui se trouve au loin et le container. Donc après ce qu'on voit là, ce sont des vues cadrées sur la ville et des vues sur, vous voyez les sérigraphies de moucharabier, là ils sont opaques. Mais il y a des cas où ils sont transparents, où on voit à travers, qui permet au bâtiment de ne pas donner une lecture d'immeuble de bureau, mais d'autre chose, une silhouette, plus qu'un bâtiment décomposé. Voilà les vues intérieures, ce dont je vous parlais, les grandes coques, la grande coque qui est découpée en grandes portes, en grandes ouïes qui s'ouvrent et se ferment, qui pivotent, et cette vision de la coque dans sa totalité, toujours à travers le bâtiment, grâce à la lumière zénithale. Les salles de lecture, où là aussi, la difficulté, c'était de travailler des salles de lecture qui évitent aux lecteurs d'être totalement encombrés par ou les ordinateurs ou les systèmes d'éclairage. Et on a proposé d'avoir soit des lumières, un peu comme des nuages, qui seraient en lévitation au-dessus des lecteurs et qui seraient commandés par les lecteurs, et des éléments d'écran qui sont rétractables dans les tables, qui permettent de libérer totalement toutes les tables. Donc là, je crois que le travail de l'architecte, mais c'est vrai pour tout le monde, c'est d'essayer d'aller jusqu'au bout de la cohérence du projet et comment faire que on maîtrise à la fois le dessin du mobilier, le travail sur l'éclairage, et les proportions de lumière qu'on veut mettre en scène. Donc voilà le travail sur les filtres. Donc là aussi la question des filtres méditerranéens, des moucharabiers. Donc ce sont des petits, vous le voyez, des petits carrés de sérigraphie. Voilà, c'est donc la coque qui est éclairée par l'artiste de lumière. Voilà donc le projet, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, le projet du centre d'études et de conservation du musée de l'Europe et de la Méditerranée, que nous avons gagné il y a 2 ans, mais qui a pris beaucoup de retard parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Le ministère de la Culture a réduit ses investissements. Et puis, il y a eu la nomination de Marseille à capitale européenne de la culture qui a fait que, brusquement, les projets sont repartis. Et que donc on va réaliser ce projet. Donc c'était un projet aussi international comme le précédent, un concours international qui se trouve aux portes de la ville, enfin aux portes à l'arrivée de la ville, c'est la gare SNC, la gare de Saint-Charles pour ceux qui connaissent Marseille. Et donc le choix du ministère de la Culture était d'acquérir un terrain qui se trouve ici, qui est proche de toutes les parties culturelles de la ville, c'est-à-dire tous les lieux où se tournent tous les films en ce moment, tous les lieux de conservation, tous les lieux de préservation des œuvres, tous les lieux de conservation des films. En fait, il y a tout un centre artistique qui se crée ici avec les friches, donc où se trouvent des zones où les artistes travaillent et qui ont été données aux artistes par la ville et qui sont les friches industrielles de la Belle de Mai, et qui étaient les anciennes friches des usines Seita.
Et donc tout ceci, ce sont des bâtiments industriels aussi, dont les échelles sont très importantes. Et nous, notre programme est strictement le même, enfin, strictement la même taille que celui du Musée des Civilisations, c'est-à-dire qu'il fait 12 000 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme. Et donc, c'est pas énorme par rapport à l'environnement, c'est pas possible, à l'environnement bâti qui se trouve là, avec des surfaces colossales. Alors, le projet qu'on a proposé, voilà le site. Avec un quartier industriel, une reconquête de ce quartier, avec en cœur d'îlot des végétaux qui sont assez intéressants, mais il n'y avait pas grand-chose. Et donc notre réponse, vous voyez, la gare se trouve ici. Et le projet, on devait conserver cette petite barrette bâtie ici. Voilà les friches, toutes les bibliothèques également qui se trouvent ici. Et ayant strictement la même surface, le musée des civilisations avait déjà été choisi. Et le ministère de la Culture, pour le musée des civilisations, avait imposé un carré. Toutes les équipes ont répondu de la même façon, sur exactement un carré de 72 par 72. Ils n'avaient pas le choix. Et on est parti de cet exercice en se disant, puisque la surface est la même, on pourrait faire écho au musée, puisqu'il est complémentaire, les deux vont fonctionner ensemble, les deux bâtiments, on pourrait y faire écho en prenant strictement la même surface au sol et en y répondant par une architecture totalement opposée, puisque le programme est totalement opposé. C'est-à-dire que autant l'un va mettre en scène des expositions, donc est totalement ouvert au public, et quelque chose de totalement démonstratif et ouvert. Nous, c'est exactement l'inverse. C'est le lieu où les chercheurs vont venir et tous les conservateurs vont venir étudier les œuvres, vont venir monter des expositions et vont venir accueillir les étrangers. Et là, c'est un lieu plutôt secret, puisque les œuvres sont des œuvres qui ne sortent pas. Et c'est un lieu où on a besoin de calme et au contraire être plutôt s'abstraire de l'environnement. D'autant plus que l'environnement, pour l'instant, n'est pas terrible. Et donc, on est parti de cette idée que ce volume devait être un volume extrêmement compact et extrêmement massif. Il racontait le secret, plutôt l'ombre, et il racontait aussi l'écho à ce quartier-là, qui est un quartier de masse et qui est travaillé souvent et qui est construit en pierre de Cassis, qui est une pierre calcaire, qui est une pierre un peu colorée. À partir de là, donc vous voyez le carré, le volume carré, avec un cœur d'îlot qui est assez calme, là où se trouvaient ces arbres, qui ont une certaine qualité, qu'on a voulu conserver. Et on s'est dit qu'il fallait, en partant de ce carré-là, il fallait évidemment faire le choix de l'activité humaine et de l'activité de recherche plutôt en cœur d'îlot, dans la partie la plus calme du projet, du terrain. Et partir aussi de cette idée que ce centre de conservation abrite les œuvres. Alors, le musée des civilisations, c'est un musée qui conserve toutes les œuvres des hommes depuis l'homme préhistorique jusqu'à nos jours et comment l'homme a façonné la nature et a fait en sorte qu'à partir du silex, à partir d'une pierre, il en a fait un silex, puis un objet à son service, etc. Et c'est toute l'histoire. C'est pas extraordinaire les œuvres qui sont exposées dans ce musée. Et ce sont les charrues, puis après comment progressivement de la matière, l'homme en a fait par son intelligence, l'a façonné, en a fait la mise à sa disposition. Et cette idée nous a intéressés. On s'est dit comment manifester de ce qui est conservé dans ce musée. Et on peut le manifester en travaillant en référence. On a pris une référence à un sculpteur qui s'appelle Chillida, qui est un sculpteur basque, et qui travaille cette idée de cette matière. Voilà, vous le voyez là, voilà une de ses œuvres où il part d'une pierre marbrière extrêmement brute, rugueuse, et qu'il va découper. Et quand il la découpe, elle devient absolument blanche, miroitante, translucide. Et que cette idée de cette opposition entre, on part de la matière brute que l'homme a utilisée au départ, et progressivement, elle va se raffiner lorsqu'il intervient dessus. Et c'est pour cette raison qu'on propose donc un volume extrêmement compact, extrêmement brut dans son rapport à sa matière. Et ensuite, tous les lieux de recherche et d'études se trouvent en cœur dans quelque chose de taillé, extrêmement blanc et poli, avec des voilà, on le voit en travaillant en maquette,
des excavations qui vont le découper dans son épaisseur, dans sa profondeur, et qui vont être des grandes galeries blanches, des grandes galeries de lumière qui vont canaliser la lumière jusqu'en son cœur. Donc partir de quelque chose d'extrêmement épais, mais en fait le travailler plus à l'inverse, dans son épaisseur, comme un gruyère, et dans lequel la lumière va s'infiltrer. Voilà. Et ça, c'est le dernier projet, mais je vous le passe juste parce que ça a été sujet, on m'a souvent demandé dans les écoles d'architecture d'en parler, mais plus pour des questions sur des questions juridiques pour parler des concours d'architecture en général, puisque ce projet, c'était le projet du Palais des Festivals de Cannes, là aussi concours international, que nous avions gagné et que le maire de Cannes n'a pas souhaité poursuivre parce qu'il avait prévu une autre équipe que nous. Et donc le jury nous a choisis et le maire a refusé ce choix. Et à partir de là, ça a été un combat important et beaucoup d'écoles d'architecture ont participé à ce combat et on m'a demandé de venir présenter souvent ce projet parce que ça a été un exercice juridique important puisque l'ordre des architectes et d'autres confrères m'ont accompagné on a attaqué la ville et on a attaqué parce que, quelque part, ça mettait en cause la question du concours public en France, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas, de manière autoritaire, imposer à un jury, sans explication aucune, de changer le candidat. Et voilà, donc ça c'est bien terminé. Mais bon, on ne construira pas le projet. Mais voilà, c'était un projet. Le Palais des Festivals de Cannes se trouve ici et là. Je ne sais pas si vous voyez, vous le connaissez, il est abominable. Et la Croisette est ici. Et on nous donnait comme terrain, ce terrain-là, toute une partie de la Croisette, avec on nous imposait de ne pas construire en élévation. On avait interdiction de s'élever, mais on devait venir se relier avec le Palais des Festivals par en dessous. Il fallait construire une gare routière. Il y avait 75 000 mètres carrés de surface à construire sous la Croisette. Et il y avait une gare routière, le Palais des Congrès lui-même, qui venait concurrencer. En fait, la ville de Cannes avait décidé de faire ça parce qu'il y avait eu le projet à Barcelone construit par Herzog et de Meuron, le Grand Triangle, qui était en train de leur piquer tous leurs congrès, toutes leurs conférences. Et il fallait qu'ils réagissent vite parce qu'ils ne proposaient pas autant de places que celui de Barcelone. Et donc, il y avait le Palais des Congrès et aussi, évidemment, tous les lieux de projection du Festival du film qui étaient recréés ailleurs. Donc, on a proposé, et on avait gagné parce qu'aucune équipe n'avait réussi à le faire, de ne pas émerger, voilà le travail en coupe. Le Palais des Festivals est ici, existant, et donc on venait se relier en souterrain au palais existant avec la gare routière qui se trouvait ici, qui doit alimenter tous les lieux de spectacle qui se trouvent de ce côté-là. Vous le voyez ici, la gare routière est là, qui doit alimenter toute la salle de 3000 places qui se trouve sous le square, avec la partie congrès exposition qui se trouve un étage au-dessus, et puis toutes les petites gloriettes qui existent, qui restent, rien ne bouge au-dessus. Et le seul élément, et c'était la difficulté, c'était comment ventiler une salle de 3000 places, comment la ventiler naturellement en cas de feu, comment faire sortir 3000 personnes de sous terre avec des hauteurs colossales rapidement. Et on avait trouvé cette astuce d'avoir des places à ciel ouvert, des places intermédiaires, et une grande place la plus basse possible qui rejoignait quasiment le point le plus bas. Et ces différentes places étaient traversées par un tube qui était voilà. Alors là, vous voyez dans l'autre sens, qui se trouvait être un peu comme ce que Renzo Piano a fait à Gênes. Je ne sais pas si vous voyez cette espèce d'ascenseur qui permet une vision de la ville en point haut. Et donc, on proposait d'avoir un ascenseur qui allait relier, les tréfonds des places, le plus profond de l'équipement vers le ciel et qui serait un élément de découverte de la ville également dans les deux sens. C'est-à-dire, on allait sous terre jusqu'au ciel. Et c'était le seul élément qui permettrait d'annoncer la nouvelle entrée du palais et d'annoncer le nouveau palais, puisque rien ne se voyait par ailleurs. Voilà, donc ce projet, voilà, là c'était les différentes places, et c'est la dernière image de ce seul élément visible.
Voilà.